Il y aura probablement des questions tout à l'heure. Je crois qu'il vaut mieux, pour le moment, avancer et passer à la troisième intervention, et qui concerne cette fois l'Irak. Alors, l'Irak peut être commencé par un ordre de grandeur. On vient de parler de la Bolivie et évidemment notamment du gaz en Bolivie. Ah, est-ce que le micro marche? Oui. On vient de parler de la Bolivie et du gaz en Bolivie. Au-delà de l'incertitude sur les réserves, la Bolivie, aujourd'hui, c'est, on va dire, à peu près 0,5% des réserves mondiales de gaz. C'est un ordre de grandeur. De toute façon, en matière de réserves, il n'y a pas de certitude. L'Irak, pour le pétrole, c'est à peu près 10% des réserves mondiales de pétrole. Et probablement plus. Donc, lorsque l'on parle de l'Irak, évidemment, on parle en matière de pétrole d'un pays qui a un potentiel absolument considérable. Et c'est vraiment ce par quoi je vais commencer ma présentation, parce qu'il faut avoir un petit peu cet ordre de grandeur en tête. Je voulais évoquer trois choses avec vous ce matin. D'une part, je dirais le contexte dans lequel cette expérience, cette situation irakienne se déroule. Ensuite, la question des contrats pétroliers, sans entrer dans des détails techniques. Et puis, troisièmement, je dirais les résultats, les enseignements de l'expérience pétrolière récente de l'Irak. Mais d'abord, le potentiel, c'est le contexte, l'élément essentiel, c'est le potentiel considérable de l'Irak en matière pétrolière. L'Irak a également des réserves gazières importantes, nettement plus importantes que la Bolivie, mais l'Irak n'est pas un géant gazier. L'Irak est un géant pétrolier, incontestablement. Le gouvernement a récemment réévalué le chiffre de ses réserves. Cette réévaluation est contestée, mais enfin, sans entrer dans les détails, l'Irak revendique environ 140 milliards, 143 milliards de barils de réserves pétrolières prouvées, même si on peut discuter ce chiffre et sa révision à la hausse récente. Ce qui est clair, c'est que l'Irak est, en termes de réserves pétrolières, le numéro 2 ou le numéro 3 dans le monde. Le numéro 1 étant, sans surprise, l'Arabie Saoudite. Et ensuite, on peut discuter, est-ce que l'Iran est le numéro 2 ou l'Irak? Personnellement, à Pétrole et Gaz Arabes, nous pensons que l'Irak est véritablement le numéro 2. Certains vont même jusqu'à penser que l'Irak pourrait un jour égaler le potentiel de l'Arabie Saoudite. C'est peut-être aller un peu vite en besogne, mais disons numéro 2 ou numéro 3 dans le monde, si l'on ne tient compte que du pétrole conventionnel, si l'on ne tient pas compte du pétrole dit non conventionnel, type sable bitumineux au Canada, pétrole très lourd au Venezuela, etc. Mais donc une puissance tout à fait considérable en termes de réserve. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est qu'en matière pétrolière, ou gazière d'ailleurs, plus votre potentiel est important, plus le pays en question est attractif pour les investissements étrangers, toutes choses égales par ailleurs. Et donc, plus un pays a des réserves importantes, plus sa capacité de négociation vis-à-vis des compagnies pétrolières étrangères est importante. Plus son pouvoir de négociation est important, si évidemment il sait jouer les cartes et les atouts qu'il a dans sa main. Donc de ce point de vue-là, l'Irak est un cas très particulier parce que c'est l'un des tout premiers potentiels mondiaux et c'est déjà un élément qui permet de dire l'expérience irakienne n'est certainement pas reproductible par d'autres pays producteurs, parce qu'on ne peut pas jouer dans la cour des grands si on n'a pas le potentiel qui est celui de l'Irak ou d'autres pays du Moyen-Orient. Un autre élément qui fait que l'Irak est dans une position de force par rapport aux compagnies pétrolières étrangères, c'est qu'il est un peu considéré comme l'un des derniers, je vais employer le terme entre guillemets, l'un des derniers Eldorado pétroliers sur notre planète. Il y a encore pas mal de pétrole à découvrir, même si cette question est contestée. Il y a bien sûr l'Arctique
une région, un ensemble de régions encore très peu connues. L'Afrique est très largement sous-explorée. Donc on va encore trouver beaucoup de pétrole à travers le monde, même si ça ne réjouira pas un certain nombre de personnes, mais c'est une réalité en tout cas en termes géologiques et techniques. Mais cela dit, l'Irak est probablement l'un des pays au monde, certainement l'un des pays au monde dans lesquels il y a le plus de pétrole encore à découvrir, au-delà des chiffres actuels de réserve qui sont considérables. L'Irak est un pays très sous-exploré, très sous-exploité. Il y a certaines régions, notamment le désert occidental, qui sont complètement vierges en termes d'exploration et qui ont probablement un potentiel pétrolier considérable. L'Irak est également un pays dans lequel il y a de nombreux gisements pétroliers qui ont été découverts parfois il y a des dizaines d'années et qui n'ont jamais été exploités pour des raisons liées à l'histoire tragique de ce pays depuis plusieurs décennies. Donc c'est un des rares pays pétroliers au monde dans lequel vous pouvez arriver, enfin, si vous avez un accord avec le gouvernement, et développer un gisement déjà découvert et un gisement de taille considérable. Cela veut dire que dans beaucoup de cas, vous n'avez aucun risque en termes d'exploration, puisque des réserves majeures ont déjà été découvertes, mais qu'elles attendent des investissements et un apport technique pour être développées. Donc des risques sur le plan technique et géologique très faibles, voire nuls, des coûts très bas, les plus bas au monde avec l'Arabie saoudite, peut-être même encore plus faibles, des coûts de production encore plus faibles que l'Arabie saoudite, et l'un des derniers Eldorado pétroliers au monde probablement, en termes de pays. Tous ces éléments-là donnent au gouvernement irakien, si celui-ci sait bien jouer les cartes qu'il a dans sa main, des atouts considérables dans les négociations avec les compagnies pétrolières internationales. Et là encore, ce n'est pas une expérience qui est reproductible par des dizaines d'autres pays producteurs qui sont loin d'avoir ce potentiel en matière de pétrole. Ça, ce sont les atouts de l'Irak dans les négociations avec les compagnies pétrolières étrangères. Il y a aussi des éléments qui, par contre, sont à l'avantage de ces compagnies. Il y en a quelques-uns, et le premier, c'est justement l'histoire tragique de l'Irak depuis plusieurs décennies. Si l'on remonte simplement aux années 1980, on a une période de 30 ans avec une succession de guerres, invasion du Koweït, occupation, sanctions des Nations Unies, insécurité généralisée. Donc depuis au moins 30 ans, ce pays n'a pas pu développer son potentiel pétrolier, très loin de là, a eu même du mal à entretenir le potentiel déjà développé, des problèmes de maintenance énormes, d'entretien, de sous-investissement dans les champs pétroliers. Donc c'est un pays qui a fortement besoin de développer son potentiel et qui a donc fortement besoin des compagnies pétrolières étrangères. De plus, les besoins de reconstruction de l'économie irakienne dans son ensemble sont absolument considérables compte tenu de l'ampleur des destructions depuis au moins une trentaine d'années, sans même parler évidemment ensuite des décennies du régime de Saddam Hussein avant 1980. Les besoins de reconstruction sont énormes. Qui va financer ces besoins? Évidemment, le secteur pétrolier, dans le cas de l'Irak. Donc, besoin de conclure des contrats avec des compagnies étrangères, besoin de rattrapage, en tout cas vécu comme cela par les autorités actuelles, et besoin également de reprendre sa place sur le marché pétrolier international. Et les dirigeants irakiens actuels, et peut-être ceux qui suivront aussi, estiment que depuis trop longtemps, l'Irak a été privé d'une grande partie de sa part de marché sur le marché pétrolier international qui a été pris par d'autres pays producteurs qui ont profité d'un contexte politique très difficile. Et très clairement, l'Irak aujourd'hui dit, les autorités irakiennes, le gouvernement irakien dit, nous sommes de retour, nous voulons reprendre toute notre place sur le marché pétrolier. Pour cela, il faut investir beaucoup et donc, évidemment, nécessiter d'accords avec les compagnies pétrolières étrangères. Autre élément, un degré de risque politique qui reste très important. Le risque politique en Irak, du point de vue de l'industrie pétrolière, n'est pas aussi important qu'en 2005 ou en 2006, mais l'actualité quasiment quotidienne des attentats, et encore il y a quelques jours, montre que c'est un pays qui demeure extrêmement dangereux et qui va le demeurer pendant encore malheureusement plusieurs années. Donc évidemment, plus le risque politique est élevé dans un pays, plus les compagnies pétrolières vont dire pour qu'on vienne, il faut évidemment qu'on soit récompensé par rapport au risque qu'on prend. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure dans un contexte différent par rapport à la République démocratique du Congo. Ce couple risque-rentabilité,
plus les risques sont importants, plus il faut que la rentabilité escomptée dans un pays soit importante pour justifier ce risque. Donc on voit que les relations entre l'Irak et les compagnies pétrolières étrangères sont très complexes. D'un côté, de par son potentiel, l'Irak est évidemment en position de force dans les négociations. C'est un pays qui est très courtisé. Tout le Gotha pétrolier mondial voudrait être en Irak pour avoir accès à ce potentiel. Par ailleurs, en raison de l'histoire politique, au moins de ces 30 dernières années de l'Irak et des besoins considérables de reconstruction que cette histoire tragique a entraîné, l'Irak a un grand besoin de conclure des accords avec des compagnies pétrolières étrangères parce qu'il ne peut pas, à lui seul, avec ses moyens nationaux, même si ceux-ci ne sont pas négligeables, avoir le rattrapage pétrolier, voire gazier, que les autorités actuelles recherchent. Voilà un petit peu pour le contexte, et donc encore une fois j'insiste, un contexte très particulier et une expérience donc non reproductible par de nombreux autres pays en développement détenteurs de ressources pétrolières, gazières, énergétiques, disons de façon générale. Deuxième élément, la question des contrats pétroliers. Alors, c'est très compliqué, et je ne pourrais pas entrer dans les détails pour des raisons de temps, parce que, normalement, dans tout pays, les contrats pétroliers sont signés entre des compagnies, notamment étrangères, et puis le gouvernement central du pays en question. C'est le cas, évidemment, aussi en Irak, mais on a une particularité, c'est que c'est un régime fédéral. Depuis plusieurs années, avec la constitution actuelle, très différent de la situation sous Saddam Hussein, où le pays était très centralisé. Donc, qui dit régime fédéral, dit évidemment certains pouvoirs à des régions, à des provinces, et notamment, en l'occurrence, au Kurdistan. Et le gouvernement régional du Kurdistan attribue lui-même ses propres contrats pétroliers, qui sont des contrats d'ailleurs très différents de ceux qui sont signés par le gouvernement fédéral à Bagdad. Et pour arranger le tout, le gouvernement fédéral à Bagdad dit « tous les contrats qui sont signés avec le Kurdistan sont des contrats illégaux parce qu'ils n'ont pas été approuvés par Bagdad ». Et le gouvernement du Kurdistan dit « pas du tout, ils sont tout à fait légaux, je ne fais qu'appliquer la constitution irakienne ». Et le gouvernement fédéral dit « c'est pas vrai ». Et les deux gouvernements ont une lecture très différente de certains articles clés de l'actuelle constitution irakienne. Le gouvernement à Bagdad dit « tous les contrats signés par le Kurdistan sont illégaux, donc toutes les compagnies pétrolières qui signent avec le Kurdistan, je les mets sur une liste noire et je les boycotte si elles veulent avoir des contrats dans le reste de l'Irak, c'est-à-dire dans la partie qui n'est pas le nord ». Il faut savoir qu'en termes de réserves pétrolières, l'essentiel des réserves sont au sud de l'Irak. Une partie, peut-être le quart, sont au nord, donc contrôlées par le gouvernement régional du Kurdistan aujourd'hui. Et il y a très peu de pétrole, de réserves pétrolières dans la partie centrale du pays. Et c'est très important en termes politiques, parce que pour simplifier beaucoup, mais sans trop caricaturer, le sud est dominé par les chiites, le nord par les Kurdes, et le centre par les sunnites. Et le centre, il n'y a pas beaucoup de pétrole. Et c'est un État fédéral. Et évidemment, la terreur des sunnites, c'est que le régime fédéral aille de plus en plus vers un éclatement du pays et que la grosse partie de la communauté sunnite se retrouve sans pétrole et sans gaz, les ressources étant essentiellement au sud, chiite, et au nord, kurde. Alors on n'en est pas là du tout, il y a un gouvernement fédéral, mais c'est une question majeure pour l'avenir pétrolier et politique de l'Irak dans les années qui viennent. Donc des contrats qui sont signés par le gouvernement fédéral à Bagdad pour, je dirais, le sud et le centre du pays, donc essentiellement le sud parce que c'est là où les réserves pétrolières se trouvent, et au nord, le gouvernement régional du Kurdistan qui a sa propre loi pétrolière, qui signe ses propres contrats selon des modalités différentes de celles signées à Bagdad, qui ne fait pas valider ces contrats par le gouvernement central, par le ministère du pétrole, et donc une guerre entre Bagdad et le Kurdistan, une guerre pétrolière, qui évidemment rend les choses un petit peu plus compliquées qu'elles ne le seraient déjà, et elles seraient déjà sans cela particulièrement compliquées. Alors, je vais me centrer dans cette présentation sur le niveau fédéral, sur l'État fédéral, le ministère irakien du pétrole à Bagdad et les contrats pétroliers qu'il signe. Pendant plusieurs années après la chute du régime de Saddam Hussein en 2003, aucun contrat n'a été signé,
pour des tas de raisons essentiellement politiques. Et puis, depuis 2008 et surtout 2009, là, les choses s'accélèrent dans le domaine pétrolier. Entre 2008 et la fin de l'année 2010, 15 contrats ont été signés avec des compagnies étrangères, 15 contrats donc signés par l'État fédéral irakien. Il y en a plus d'une vingtaine qui ont été signés au Kurdistan, mais que je n'évoquerai pas dans cette présentation pour une question de temps, tout simplement. Aussi pour une question de potentiel, car les contrats signés par le gouvernement fédéral portent donc sur le sud du pays, où sont concentrées l'essentiel des réserves pétrolières de l'Irak, probablement au moins 70%, selon les estimations dont on dispose aujourd'hui, estimations qui peuvent évidemment être discutées, mais l'ordre de grandeur n'est pas véritablement contestable. Le pétrole en Irak, c'est d'abord le sud du pays, ça c'est bien connu depuis très longtemps. Alors, 15 contrats signés entre 2008 et la fin de l'année 2010, on n'est pas encore tout à fait à la fin de l'année 2010, mais il n'y en aura pas d'autres signés, il faut un petit peu de temps en termes de négociation. Et ce sont des contrats qui portent sur des projets de développement pétrolier ou gazier ou des redéveloppements pétroliers. Alors ça veut dire quoi en termes techniques? C'est très simple. Développement, ça veut dire qu'on a un gisement au champ pétrolier ou gazier, ce sont des synonymes, qui a été découvert, il faut le mettre en valeur pour qu'il puisse produire dans quelques années. Redéveloppement, ça veut dire que c'est un gisement qui est déjà en production, mais qui pourrait produire beaucoup plus. Donc on va procéder à des investissements pour mettre davantage en valeur son potentiel, et c'est la distinction entre développement et redéveloppement. Donc ces 15 contrats portent parfois sur des développements, parfois sur des redéveloppements pétroliers et parfois sur des développements gaziers. Donc là encore, c'est un petit peu compliqué, mais c'est la réalité irakienne. Ces contrats ont été signés à la suite d'appels d'offres internationaux. Ces 15 contrats, sauf un, qui a été signé à la suite de négociations directes avec la Chine, et notamment avec la compagnie pétrolière nationale chinoise, la CNPC, China National Petroleum Corporation. Vous savez peut-être que la Chine a 3 grandes compagnies pétrolières nationales, donc contrôlées à 100% par l'État chinois, Sinopec, la CNOOC et la CNPC, qui est la plus importante, et celle-ci a signé en 2008 un contrat pour un développement pétrolier en Irak, à la suite de discussions, de négociations bilatérales avec le gouvernement irakien. Avec cette exception, les 14 autres contrats ont été signés à la suite d'appels d'offres internationaux, 3 appels d'offres, 2 en 2009 et 1 en 2010. Alors c'est très important cette question d'appel d'offres, parce que, évidemment, qui dit appel d'offres, si évidemment les choses sont bien conduites, dit concurrence. Quand vous négociez avec une compagnie pétrolière ou un consortium, vous pouvez dire, bon, si vous ne signez pas, je vais voir d'autres, mais ce n'est pas tout à fait le même rapport de force, là encore, pour le gouvernement qui négocie. Appel d'offres, notamment quand on est un pays comme l'Irak, vous savez que vous allez avoir un grand nombre de compagnies pétrolières qui vont soumissionner, et vous vous placez donc dans une situation, là encore, si vous jouez bien les cartes que vous avez, d'avoir des conditions qui seront très favorables à l'État fédéral irakien, et c'est bien ce qui s'est passé. Alors ces appels d'offres débouchent sur des contrats dits de service, qui ne sont pas des contrats que les compagnies pétrolières aiment beaucoup de façon générale, parce que ce sont des contrats dans lesquels elles sont rémunérées, comme le nom l'indique, pour les services qu'elles apportent, alors que les compagnies pétrolières estiment que ce n'est pas tellement leur rôle. Elles préfèrent laisser ça à des sociétés de services, des sociétés de construction, des sociétés d'ingénierie. Elles disent, nous sommes des investisseurs de long terme, nous participons au développement de ressources pétrolières, nous voulons avoir directement accès aux réserves de pétrole et ne pas être rémunérés simplement pour nos services. Mais dans le cas de l'Irak, les compagnies pétrolières, si on leur dit c'est des contrats de service ou rien, elles vont être intéressées parce que c'est l'Irak. Et là encore, le modèle n'est pas complètement reproductible. Donc des contrats de service, mais ce qui n'est pas très intéressant pour les compagnies pétrolières, ce n'est pas leur habitude de travail. Cela dit, ce sont des contrats pour une durée de 20 ans, donc ça, c'est un compromis
qui reflète bien ce que je disais tout à l'heure au début en présentant le contexte, une position très forte de l'État irakien dans les négociations de par son potentiel, et en même temps un besoin d'investissement étranger, donc un compromis. Donc contrat de service, ça ne plaît pas aux compagnies, mais un contrat de service pour 20 ans, c'est un compromis. On n'aime pas tellement la forme contractuelle, mais la durée n'est pas inintéressante. L'Iran, par exemple, propose des contrats de service signés pour quelques années, qui ne sont pas du tout attrayants pour les compagnies pétrolières étrangères, ce qui fait que l'Iran ne signe plus beaucoup de contrats d'ailleurs, pour des raisons contractuelles et aussi politiques, contexte évidemment d'isolement et de sanctions contre l'Iran. C'est un autre sujet que je n'aborderai pas dans cette présentation en tout cas. Alors dans ces appels d'offres, un appel d'offres, évidemment, vous faites une offre en tant que compagnie ou consortium, il faut savoir, vous offrez quoi? Donc quels sont les critères de l'appel d'offres? Il y en a 2 dans les 3 appels d'offres qui ont été organisés par l'Irak en 2009 et en 2010. Les compagnies remettent donc leur offre dans un pli fermé, dans une enveloppe, tout simplement, et là-dedans, elles doivent mettre 2 chiffres. Premier chiffre, leur marge à elles, compagnie. Une marge par baril de production supplémentaire. Vous avez un gisement qui produit, prenons le cas de Roumeïla, 1 million de barils par jour, qui est le plus gros gisement irakien connu. Les compagnies pétrolières, donc là c'est un contrat de redéveloppement, s'engagent à investir pour augmenter cette production. Et dans le cas de Roumeïla, les compagnies qui ont emporté ce contrat se sont engagées à quasiment tripler la production de Roumeïla, la faire passer de 1 million de barils par jour actuellement à 2,85 millions de barils par jour dans plusieurs années. Elles sont rémunérées avec une marge par baril de production supplémentaire. Donc, elles mettent ce chiffre dans l'enveloppe. Deuxième chiffre qu'elles doivent mettre dans l'enveloppe, le niveau de production qui sera celui du gisement en question dans quelques années, compte tenu de ce qu'elles se proposent d'investir. Elles mettent ces 2 chiffres dans une enveloppe, le jour venu, on ouvre les enveloppes, et celui qui l'emporte, les compagnies qui l'emportent, c'est celles qui ont proposé la marge, évidemment, la plus basse en termes de leur rémunération, et celles qui ont proposé le niveau de production escompté pour dans quelques années le plus élevé. Alors évidemment, avec ce jeu-là, dans un pays tel que l'Irak, les compagnies savent très bien qu'elles doivent proposer des marges de rémunération qui sont basses. Si vous mettez dans une enveloppe, je veux $10 par baril de production supplémentaire, vous savez une chose, c'est que vous perdez. Parce que vous savez parfaitement que d'autres compagnies qui veulent absolument être présentes en Irak vont proposer des marges très basses. La plupart des contrats pour les gros champs pétroliers, les plus gros champs pétroliers, débouchent sur des marges de 1 à $2 par baril de production supplémentaire, ce qui, au regard des normes et des standards de l'industrie pétrolière, sont des marges très, très basses. Là encore, c'est parce que c'est l'Irak. Comme l'a dit Christophe de Margerie, le directeur général de Total, après les appels d'offres, il a dit à l'attention des autres pays producteurs, ne vous y trompez pas, ce qu'on fait là, on l'accepte parce que c'est l'Irak. Il n'est pas question de l'accepter dans d'autres pays qui n'ont pas ce même potentiel. Parce qu'évidemment, Total, comme d'autres compagnies, craignent que les marges qu'elles ont acceptées en Irak soient prises comme outil de négociation par d'autres pays producteurs pour leur dire « mais là, vous avez accepté de signer un contrat avec $1,50 par baril de marge, pourquoi est-ce que dans tel autre pays, vous n'auriez pas cette même marge? Et pourquoi est-ce que vous demandez $10 par baril, ou 5, ou 8, ou 15, ou 12, etc. » Donc là encore, évidemment, un exemple, mais un exemple qui s'inscrit dans un contexte particulier qu'il faut bien comprendre. Quelques éléments sur les résultats, les enseignements de cette expérience. 15 contrats ont donc été signés, et je ne parle uniquement que du niveau fédéral, il y en a plus de 20 qui ont été signés pour le Kurdistan, donc 15 contrats signés au niveau fédéral entre 2008 et la fin 2010. Ces 15 contrats ont été signés entre l'Irak et 18 compagnies étrangères. Certaines de ces compagnies ont signé plusieurs contrats, évidemment, puisqu'elles ont remporté, lors des appels d'offres, elles ont soumissionné pour plusieurs projets, et dans certains cas, elles ont été gagnantes pour plusieurs projets. Donc 15 contrats et 18 compagnies différentes. Le premier élément intéressant en termes de résultats et d'enseignements qu'on peut tirer de l'expérience irakienne, et c'est un élément qui va peut-être surprendre, qui surprend d'ailleurs pas mal de personnes.
parce qu'il s'inscrit contre un fantasme très répandu, qui est le fantasme de la razzia américaine sur les ressources pétrolières de l'Irak. Ça, évidemment, vous connaissez bien le débat, la guerre de 2003, c'est évidemment de la part de l'administration Bush, et je dis évidemment entre guillemets, évidemment pour beaucoup de personnes, un seul motif, c'est mettre la main sur le trésor pétrolier irakien. C'est un fantasme qu'à Pétrole et Gaz Arabes, nous avons dit attention, il ne faut pas aller trop vite. C'est un petit peu plus compliqué que ça, l'Irak. Mais en tout cas, beaucoup de gens le croient à travers le monde. Je ne compte plus le nombre de personnes qui, lorsque je parle de l'Irak, me disent évidemment les États-Unis sont là pour le pétrole et uniquement pour le pétrole. Or, c'est intéressant de faire le bilan quelques années après, donc 7 ans après, hein, printemps 2003, la guerre d'Irak, aujourd'hui fin 2010, avec ces appels d'offres. Sur ces 18 compagnies, il n'y en a que 2 qui sont des compagnies des États-Unis. 2 sur 18. Alors ça, c'est quelque chose qui surprend beaucoup, mais il y a juste un petit problème, c'est que c'est la réalité et que ce n'est pas le fantasme. Les chiffres et les nationalités sont clairs. Donc pas de razzia des États-Unis. Seules 2 compagnies pétrolières américaines, ExxonMobil, la plus importante compagnie pétrolière privée au monde, et Occidental Petroleum, ont obtenu une participation dans l'un de ces 15 contrats pétroliers que je viens d'évoquer, signés au niveau donc du gouvernement fédéral. Deuxième enseignement, qui est également une surprise, l'un des groupes pétroliers que l'on voyait comme les plus susceptibles de gagner largement et de gagner, je dirais, les gros lots de ces appels d'offres, ça veut dire les gisements pétroliers les plus importants, et qui sont également les gisements pétroliers parmi les plus importants au monde, c'est Rumaila, c'est Majnoun, c'est West Qurna, hein, ce sont des gisements pétroliers dont les réserves sont comprises entre 10 et 20 milliards de barils par gisement, donc ce sont des gisements de classe mondiale, comme disent les pétroliers. Ce groupe-là, c'était le groupe français Total. Pourquoi est-ce que Total était considéré comme l'un de ceux qui allaient avoir les meilleurs résultats dans ces appels d'offres? Parce que Total a une connaissance de l'Irak et du Moyen-Orient, je dirais quasiment sans égale. Historiquement, Total est né, je dirais, en Irak, hein, après la Première Guerre mondiale. Et Total est l'un des groupes pétroliers les mieux implantés au Moyen-Orient, dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Et en plus, sous le régime de Saddam Hussein, Total avait conclu des contrats qui lui avaient permis d'étudier certains champs pétroliers, dont le champ pétrolier de Majnoun, qui est l'un des plus importants en Irak et l'un des plus importants au monde. Et Total avait donc une connaissance bien meilleure que d'autres groupes pétroliers de certains gisements pétroliers irakiens. Et plus vous connaissez un gisement, plus lorsque vous êtes dans un appel d'offres, plus l'offre que vous pouvez faire est meilleure parce que vous avez des informations que les autres n'ont pas. Eh bien, Total ressort comme l'un des perdants des appels d'offres et non pas comme l'un des gagnants. Le groupe a fait des offres, des soumissions sur plusieurs des plus gros gisements. Majnoun, West Qurna, il a été battu sur Majnoun, il a été battu sur West Qurna, et il n'a une participation que dans un contrat pétrolier sur le champ d'Al-Faya, qui est un champ certes important parce qu'on est en Irak, environ 4 milliards de barils de réserve, mais par rapport aux 10 à 12 milliards de barils de réserve sur les champs sur lesquels il visait, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Total. Donc surprise dans ces appels d'offres, ceux qui gagnent ne sont pas forcément ceux qui étaient attendus, ni les compagnies pétrolières américaines, qui étaient censées mettre la main sur le pétrole irakien, ni Total, qui est certainement l'un des groupes pétroliers au monde qui connaît le mieux l'Irak et qui était donc en mesure de mieux calibrer ses offres par rapport au potentiel des gisements. Autre enseignement de ces appels d'offres, les grands vainqueurs sont les compagnies pétrolières asiatiques et européennes. Sur les 18 compagnies dont j'ai parlé, il y a 6 compagnies asiatiques et 6 compagnies européennes, et donc uniquement 2 compagnies des États-Unis, je le disais tout à l'heure. Alors, ça c'est les gagnants parmi les compagnies, les perdants et les gagnants. Cela dit, le véritable gagnant de ces appels d'offres, ce n'est ni la CNPC, ni Shell, ni BP, ni Petronas, c'est l'État irakien. Quand vous regardez les conditions obtenues au cours de ces contrats, le partage de la fameuse rente pétrolière entre l'État et les compagnies pétrolières étrangères qui ont signé ces contrats suite à ces appels d'offres, comme ces appels d'offres ont entraîné énormément de concurrence, que l'un des critères de choix essentiels, c'était la marge
de rémunération des compagnies et qu'à ce type de jeu, celui qui gagne, c'est celui qui offre la marge la plus faible pour lui-même et non pas la plus élevée, évidemment, le véritable vainqueur, c'est l'État irakien qui aura la très grande majorité de la rente pétrolière qui sera dégagée par la production future de ces gisements ou par l'augmentation future de production des gisements qui sont déjà en production. Dans le partage de la rente, la part de l'Irak sera probablement, alors il faut être prudent, on n'a pas tous les paramètres aujourd'hui, mais la part de l'État irakien sera probablement au moins de 90%. Donc, en tout état de cause, il y aura un grand gagnant, l'Irak, et quelques gagnants parmi les compagnies pétrolières internationales, et pas mal de perdants, ceux que j'ai évoqués. Autre élément très important, je parlais du potentiel de l'Irak, c'est que ces contrats vont permettre à l'Irak d'augmenter considérablement dans les années qui viennent son niveau de production et d'exportation pétrolière. Est-ce une bonne nouvelle? On peut en discuter, mais en tout cas, c'était l'un des objectifs clés que recherchait le gouvernement irakien en préparant ces appels d'offres qui ont largement tourné à son avantage, compte tenu, encore une fois, de son potentiel considérable. L'Irak produit aujourd'hui environ 2,5 millions de barils par jour de pétrole. Alors, ce n'est peut-être pas très parlant, ces chiffres sont très parlants pour les milieux pétroliers qui ont l'habitude de parler en barils par jour, mais pour vous donner un ordre de grandeur, 2,5 millions de barils par jour de pétrole, l'Arabie saoudite produit plus de 8 millions de barils par jour de pétrole, la Russie, qui est le premier producteur mondial, produit 10 millions de barils par jour de pétrole, et la production mondiale de pétrole, c'est aujourd'hui environ 86 millions de barils par jour de pétrole. Donc voilà un petit peu des chiffres en termes de proportion. L'Irak, donc aujourd'hui 2,5 millions de barils par jour de pétrole, c'est très peu par rapport au potentiel de réserve prouvée de l'Irak. Avec ces contrats, l'Irak vise une production beaucoup plus importante dans plusieurs années, parce qu'il y aura évidemment plusieurs années d'investissement très lourds. Ce sont des dizaines de milliards de dollars d'investissements pétroliers qui vont être consentis par les compagnies dont j'ai parlé dans les années qui viennent. On est bien sur des investissements de dizaines de milliards de dollars, c'est considérable. Le ministère du pétrole prévoit une production de l'Irak d'ici la fin de cette décennie, un peu avant, 2017-2018 peut-être, de 12 millions de barils de pétrole par jour, contre 2,5 millions de barils par jour actuellement. Je vous le disais, aujourd'hui, le premier producteur mondial, c'est la Russie, avec 10 millions. Le deuxième, c'est l'Arabie saoudite, un peu plus de 8 millions. En sachant que l'Arabie saoudite est le deuxième, je dirais parce qu'elle le veut bien, et que si elle voulait, elle serait le premier. Mais elle ne le veut pas parce qu'elle réduit sa production pour soutenir les prix du baril à un niveau qui lui semble intéressant. En termes de capacité de production, l'Arabie saoudite pourrait produire au moins 12 millions de barils par jour, mais elle choisit de ne pas produire au niveau de sa capacité pour maintenir les prix du pétrole à un niveau suffisamment élevé pour que ce soit rémunérateur pour elle, pour les pays producteurs membres de l'OPEP dont elle fait partie, et pour l'ensemble des pays producteurs de pétrole. La Russie, par contre, produit au maximum de sa capacité. La Russie ne peut pas produire un baril de plus avec ses 10 millions de barils par jour. Donc il y a une stratégie pétrolière très différente. La Russie ne fait pas partie de l'OPEP. Elle produit tout ce qu'elle peut comme tous les pays non OPEP. L'Arabie saoudite réduit sa production pour maintenir un niveau satisfaisant des prix du pétrole et que ce soit rémunérateur pour elle et pour d'autres pays producteurs. Bien sûr. Donc l'Irak veut produire dans quelques années 12 millions de barils par jour de pétrole. En fait, l'objectif est beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop irréaliste, mais il est tout à fait certain que dans quelques années, l'Irak devrait pouvoir produire de l'ordre de 4 millions de barils par jour de pétrole, contre 2,5 millions, et qu'avec quelques années supplémentaires, un niveau de production de l'ordre de 6 à 8 millions de barils par jour est tout à fait réaliste. L'Irak pourrait aller au-delà, mais à plus long terme, mais avec des incertitudes en termes de sécurité, parce que le contexte sécuritaire reste quand même extrêmement difficile. Ce qui est sûr, c'est que l'Irak est un enjeu pétrolier majeur pour l'avenir, à moyen terme et à très long terme. C'est l'un des pays les plus importants en termes de potentiel pétrolier dans le monde, après donc l'Arabie saoudite. Et le monde entier, les pays occidentaux, mais aussi de plus en plus les pays émergents, comptent sur l'Irak, sur l'augmentation de production de l'Irak,
pour satisfaire une demande pétrolière croissante dans les années à venir. La demande pétrolière a diminué au niveau mondial en 2008 et en 2009 du fait de la crise économique et financière, mais en 2010, cette demande repart à la hausse. Les chiffres sont déjà connus pour l'année 2010. Ce sera le cas également dans les années qui viennent. Et dire ceci, ce n'est pas dire c'est bien ou c'est mal, simplement constater que, vu la part des pays en développement et émergents dans la consommation pétrolière mondiale, qui approche maintenant des 50%, très clairement, dans les années qui viennent, on prévoit que les pays dits occidentaux vont avoir une demande pétrolière, une consommation pétrolière qui pourrait rester stable, mais que même si celle-ci reste stable pendant 5, 10, 15 ou 20 ans, les pays en développement et émergents seront suffisants pour tirer à la hausse la consommation pétrolière mondiale, et par conséquent, ces pays attendent que certains pays producteurs produisent plus, et ils se tournent notamment vers l'Irak, qui est l'un des pays, voire sans doute le pays, qui a le potentiel d'augmentation de la production le plus important au monde. Il y a quelques autres exemples, le Brésil, le Venezuela, mais ça, ce serait l'objet d'une autre présentation. Merci beaucoup.